Je vais citer Jean-Jacques Goldman et la chanson Puisque tu parles, cette force de penser que le plus beau reste à venir. Ouais, c'est ça que j'adore ici. C'est qu'il n'y a pas de place pour le pessimisme ou pour les ondes négatives, quoi. Les gens sont fous, ils ont une folie en eux qui est extraordinaire. Et rien n'est impossible. L'obstacle n'est pas pris en compte. Et ça, c'est un atout pour un pays et sa jeunesse, parce que c'est un pays jeune, qui est sans égal. Jules Naïm, bonjour. Bonjour Cathy. 9 ans d'Alia, déjà, c'est passé vite. Waouh, en une seconde. C'était quoi tes motivations? Pourquoi tu es venu en Israël? Et avant tout, c'était de venir servir dans l'armée. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque? J'étais étudiant en chimie, habitant Paris 6e, Saint-Germain-des-Prés. Pourquoi l'armée? Parce que je pense que je fais partie de la génération française juive qui a grandi avec la seconde intifada dans les années 2000, dans une ambiance délétère. En fait, il y a un moment où le fait de pleurnicher dans mon salon devant les nouvelles, soit en disant que les nouvelles sont orientées anti-Israël, soit que je ne fais rien, en fait, ça n'était plus compatible. J'ai quand même fait mes études, donc j'étais étudiant en chimie, JUSUE. Une ambiance où tu es ultra minoritaire. Ultra minoritaire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que sur je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'étudiants, il y a peut-être une poignée de juifs. C'est un problème, ça? Pour moi, c'était un problème, oui. En fait, j'ai compris à quel point le fait d'être minoritaire me nuisait. Je n'aime pas du tout ça. Je ne suis pas à l'aise, je n'aime pas ça. Et je pense que c'est en grande partie pour ça, malgré les livres que je pourrais écrire sur ce que j'aimerais changer en Israël, dans la culture, dans la mentalité, dans plein de choses, au moins je suis majoritaire, donc maître de mon destin. Je pense que je ne supportais plus, en fait, de sentir que mon destin n'était pas entre mes mains. J'ai pas vécu personnellement de l'antisémitisme, jamais. Jamais, que ce soit très clair. J'ai eu la chance quand même d'avoir des amis de toute confession, jusqu'à aujourd'hui, en France, et qui n'ont absolument aucune animosité ou haine, ni envers les Juifs, ni envers Israël. Mais moi, me sentir minoritaire comme ça, c'était vraiment... Je n'aimais pas du tout, en fait. Je n'aimais pas du tout ça. Et de se sentir passif, en fait. Quand je dis pas maître de son destin, c'est-à-dire que je m'en remets, et je m'en suis remis, en tant que citoyen de confession juive, aux autorités, c'est-à-dire à la police, à l'armée, et en leur faisant totalement confiance. Mais ça ne suffisait pas, en fait. Tu as grandi dans une ambiance sioniste. De manière générale, un sentiment d'amour pour Israël, par des voyages, tout le temps, en fait. Tu venais tous les étés? Pas tous les étés, mais régulièrement, avec un petit peu de famille ici. Après, je pense qu'il y a aussi, mais comme tout, une histoire familiale derrière. Mon père est né en Tunisie, et mon grand-père était un... célèbre, à l'époque. Grand nageur au Cercle des nageurs de Tunis, au CNT. J'ai mon cadeau de bar mitzvah qui sont un oncle à moi qui m'a offert vraiment un recueil en fait, des coupures de journaux de l'époque avec des photos et des articles sur mon grand-père qui s'appelait Gilbert Naïm. Ce que je recevais chez mes grands-parents, donc du côté de mon père, papy Gilbert et mamie Simone, c'était une nostalgie totale de la Tunisie, un attachement au judaïsme, mais pas dans le sens religieux et pratique du terme. En même temps, et ça mon père nous le dit souvent, et je pense que mes parents ont reproduit ça ensuite avec nous, une volonté de s'intégrer entièrement à la France en donnant des prénoms français. Enfin, mon père s'appelle Serge, moi je m'appelle Jules, mes frères Albert et Auguste, parce que c'est des prénoms français. Et ça, je sais que c'était très important pour mes grands-parents qui sont arrivés de Tunisie, pour qui la France c'était l'Eldorado, c'était la libération, quoi. Et du côté de ma mère, donc mon grand-père du côté de ma mère, Alfred, est né en Pologne et a fui la Pologne pendant la guerre, dont le père d'un arrière-grand-père, Israël, qui est mon nom hébreu d'ailleurs, Israël, était résistant, enfin du moins a été tué par les nazis. Donc c'est intéressant cette partie parce que là ça a été effacement total de l'identité juive. C'est-à-dire, comme beaucoup de gens après l'Holocauste, quoi. Changement de nom. Ma grand-mère était catholique du côté de ma mère, mamie Yvette, de l'Aveyron. Région, je pense, la plus belle région de France d'ailleurs. Où je retourne jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dès que je peux. C'est sur ce terreau-là que tu as grandi. Un terreau qui était quand même toujours très
Enfin, on n'est pas dans des mouvements politiques, j'allais dire pro-Israël. C'était pas une discussion à la maison, quoi. Bon, Israël, c'est pas une discussion. C'est comme ça qu'est née ton envie de faire C'est l'armée. comme ça, c'est aussi, je pense, beaucoup de fréquentation. Je veux dire, moi j'étais dans un lycée public, dans le 6e arrondissement, et j'avais quand même beaucoup d'amis de confession juive qui venaient peut-être de milieux un peu plus traditionnalistes, un peu plus classiques en tout cas. Mais bon, au final, je suis le seul à avoir fait l'armée dans cette histoire. Pourquoi faire l'armée? Je suis arrivé en Israël à l'âge de 24 ans. J'ai dû me battre pour pouvoir rentrer à l'armée, puisque quand je suis arrivé, on m'a dit en gros, t'es trop vieux, ça sert à rien, c'est bon, il n'y a pas besoin. Donc la première année, en fait, ma première année en Israël, je l'ai beaucoup consacrée à aller au Bakoum, tenter de convaincre les différentes personnes de m'enrôler, en fait. Comment t'as fait pour les convaincre? J'y suis allé très 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 souvent. Pas tous les jours. Je sais qu'il y avait quelqu'un, je me souviens plus son nom, qui dormait devant le Bakoum. J'étais pas comme ça, mais j'ai pas lâché. Et ça a marché. Alors c'était rigolo parce que j'ai reçu donc une lettre pour mon enrôlement à la maison qui disait que je devais faire 3 mois d'armée. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu, c'était pas logique. Et donc je suis retourné pour préciser que je voulais vraiment être enrôlé dans une unité de combat. Et finalement, on m'a donné un tsav giyus, c'est un ordre d'enrôlement pour 1 an et demi. Et très vite, dès le premier jour, en fait, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça et de là, ça s'est transformé en 7 ans. J'ai commencé dans l'unité Issouf Kravi, qui est une unité de récolte de renseignements sur le terrain. Photos, description d'endroits, ce genre de choses. C'est une unité particulière parce que c'était la toute première unité de Tsahal à aussi bien former des combattants comme des combattantes. J'étais placé dans un bataillon qui a été créé après le début de la guerre civile en Syrie. Donc mon bataillon était placé à la frontière syrienne. Quand la guerre civile a éclaté en Syrie, soudainement, ta frontière bouge aussi parce qu'il y a plein de gens qui arrivent vers la frontière, il y a plein de groupes pas très sympathiques qui soudainement se rapprochent, qui veulent peut-être saisir l'opportunité de cette guerre civile pour que ça déborde sur Israël d'une manière ou d'une autre. Ça est arrivé plusieurs fois, des missiles qui sont tombés dans le Kinneret, sur le Golan, volontairement ou pas. C'était passionnant. C'était passionnant. Ça t'a surpris tellement tu as aimé ça? Ah oui, je ne pensais pas autant aimer ça. Sur la longueur surtout. Je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Donc d'aimer ça aussi longtemps, ça m'a surpris. C'est une expérience humaine qui n'a pas d'égal, qui n'est pas comparable. Parce que c'est 24 heures sur 24. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pas une expression quand on dit ça. J'étais beaucoup plus vieux, ça m'a beaucoup aidé dans un certain sens. À prendre les choses beaucoup moins difficilement. Oui, quand tu as 18 ans et qu'on te dit tu rentres pas chez toi ce week-end, tu le prends peut-être plus durement. Mais j'ai connu des gens exceptionnels. Exceptionnels. Je suis rentré à l'armée en août 2015, 1 an jour pour jour après mon alia. C'est-à-dire que j'ai fait mon alia le 29 juillet 2014, en plein milieu de Tzuk Eitan. Donc je me rappellerai toujours, l'avion a atterri. On a été orienté vers une salle où on donne les cartes d'identité ou les passeports, je sais plus. Ça fait longtemps. Et il y avait les sirènes qui retentissaient. Et 1 an après, pile, donc le 29 juillet 2015, je suis rentré à l'armée. Et on m'a dit, donc j'étais au Bakoum à Tel HaShomer, on m'a dit ouais, prends un bus, tu vas prendre ce bus-là, tu le prends de Beersheva. Alors ça, je n'ai aucune idée de ce que c'était. Mais j'ai pris le train jusqu'à Beersheva, et là, Beersheva, je prends le bus, le 392. Tu vois, je me souviens. Et je devais arriver à une base qui s'appelle Machane Sayarim, à côté d'Elat. Et moi, je demande au chauffeur de bus, c'est combien de temps? Oh, c'est 3h30. Je fais, non, mais attends, je vais pas faire ça toutes les semaines. Déjà, Tel Aviv, Beersheva, Elat, ça fait beaucoup. Finalement, je l'ai fait pendant pas mal d'années. Donc j'ai fait une formation de 8 mois. Ensuite, j'étais 4 mois en tant que soldat au bataillon, donc à la frontière syrienne. Là, mon lieutenant a décidé de m'envoyer en formation pour être mefaked, donc commandant. Je l'ai fait. Et directement après, donc depuis ce cours de commandant, j'ai été envoyé à l'école d'officier pour devenir officier, qui a pris aussi 8 mois. Et je suis devenu officier toujours dans cette même unité. Donc, et là, j'ai commencé en tant que mefaked sevet, donc sous-lieutenant. C'est-à-dire j'avais un sevet sous mon commandement, une équipe sous mon commandement. Dans cette même compagnie où j'ai servi à la frontière syrienne, je suis devenu second de la compagnie. Donc là, je suis devenu lieutenant. J'étais sous-lieutenant, je suis devenu lieutenant. Je suis devenu capitaine en fin février 2020.
Et donc, le Corona explose. Et donc, on a été en fait la première promotion qui a enrôlé ces soldats pendant le Corona. Alors là, c'était un défi. Le challenge était phénoménal. J'ai fini mon parcours dans cette unité de récolte de renseignements, de combattants. Et je suis passé au COGAT. En anglais, ça s'appelle COGAT. En hébreu, Matpash, qui est l'unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires. Donc, Gaza et Cisjordanie. Alors, j'imagine que c'était un monde tout à fait nouveau pour toi. Ah, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que pendant 5 ans et demi, on nous a appris, et j'ai appris à utiliser des armes pour être le plus efficace possible, si je puis dire. Et on est passé dans un quartier général, c'est-à-dire devant un ordinateur toute la journée. Et moi, j'étais chef du département des relations extérieures entre l'armée et les organisations internationales, par exemple les agences onusiennes, les ONG, les missions diplomatiques, au point de passage de Erez, qui est le point de passage, un des 2 points de passage qui est entre Israël et la bande de Gaza. Donc je m'occupais de toute leur coordination, que ce soit des coordinations de mouvements de personnes ou des coordinations de biens et de marchandises pour leurs projets. Et j'ai fait ça jusqu'à la fin de mon service, il y a 6 mois à peu près. Et j'ai découvert un monde qui n'avait encore une fois rien à voir. Parce que j'ai découvert ce que c'était déjà un Palestinien. Durant tout mon service avant, j'étais au Golan, donc je ne savais pas je n'avais jamais rencontré la population palestinienne. Encore plus de Gaza, forcément. J'ai découvert ce que c'était les agences onusiennes, et pas via ce qu'on voit dans les médias. J'ai découvert les personnes, en fait. Il faut comprendre que déjà l'armée, ça a été mon premier job, parce que j'ai fini mes études et c'est ce que j'ai fait. Donc ça a été un travail. Ça a été de découvrir oui, des hommes, de les commander au sens, je pense, le plus noble qui soit, parce que j'avais leur vie entre mes mains, par définition. Ça a été de découvrir une mentalité, enfin d'ailleurs c'est peut-être une faute de dire une mentalité, puisqu'à l'armée il y a des gens issus de tout milieu, mentalité israélienne, en tout cas culturelle, une culture que je ne connaissais pas, à part hummus falafel. Je parle de culture. Tu n'aurais jamais découvert ça ailleurs? Non, parce que c'est impossible. Parce que jamais de ma vie, j'aurais pu être dans une chambre pendant tant d'années avec un Russe, un Éthiopien, un Bédouin, un Druze, un je ne sais pas qui. C'est des gens que je pense que j'aurais jamais rencontrés, en fait. Ça t'a aidé à comprendre Israël, à comprendre la réalité où tu vis aujourd'hui? Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Je pense que si on ne fait pas l'armée, ça me semble impossible, en fait. Je parle bien sûr à un âge qui le permet. En fait, je me rends compte, après 7 ans d'armée, enfin je me suis rendu compte même avant, mais que dans la vie, au quotidien, dans la société israélienne, il y a des références en permanence, en fait. En fait, tout vient de là, de comprendre ce qu'on dit dans les médias quand il y a une opération. En fait, c'est comprendre une langue, ouais. Mais pas au sens hébreu, mais au sens de la société. C'est comprendre les sous-entendus, c'est comprendre les nuances, c'est comprendre que parfois oui veut dire non et non veut dire oui. C'est un monde. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, à part la compréhension de la société israélienne? Est-ce que tu as changé? Je pense que ce que ça m'a le plus apporté, c'est vraiment, je sais que c'est très cliché de dire ça, mais que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est qu'une question de volonté. La volonté d'agir, c'est tout. Après, ça peut être ne pas manger, ne pas dormir, c'est pas drôle, c'est fatigant, c'est tout ce que tu veux, mais rien n'est impossible. La question est quel prix tu es prêt à payer pour ça, c'est tout. Il y a des choses qui te ramènent à cette époque dont tu es particulièrement fier, que tu as accompli? Des événements particuliers, oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup d'événements opérationnels précis où on sait en fait qu'on a joué un rôle direct, vraiment direct, dans la protection des citoyens israéliens, bien sûr. Et ça d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas plus grande satisfaction. Je vois pas d'autre travail ou profession qui puisse procurer un tel niveau de satisfaction, et d'ailleurs qui permettent de se surpasser. Parce qu'en général, tu ne peux pas te surpasser pour quelque chose en lequel tu ne crois pas de manière vraiment forte, quoi. Tu es resté 7 ans dans l'armée. Tu m'as confié que tu aurais pu y rester encore plus. Pourquoi tu en es sorti? Pourquoi tu avais envie d'y rester, en fait? J'avais envie d'y rester parce que je pense qu'il n'y a pas plus beau métier, en fait. Je pense qu'il n'y a pas plus beau... Voilà, j'en suis persuadé. Pourquoi? Parce que la satisfaction de participer chaque jour, chaque seconde, de se lever tous les matins, se mettre en uniforme et dire « aujourd'hui, on va défendre le pays », je ne vois pas
Mais après, peut-être que je me trompe et dans des années professionnelles, mais aujourd'hui, je ne vois pas de choses qui peuvent être plus significatives ou procurer une telle satisfaction. Mais en parallèle de ça... La vie personnelle en prend un coup quand même. La vie personnelle en prend un coup. De continuer comme ça avec une famille, femme, enfant, c'est possible. Il faut le vouloir, c'est pas évident. Je ne suis pas sûr que c'est ce que je voulais. Je pense que dans la balance, oui, je pense que j'aurais adoré continuer. La famille était plus importante. Alors aujourd'hui, tu es entrepreneur. Oui. Et on va dire que tu as capitalisé sur ton expérience à l'armée et tu as créé un business très particulier. Ouais, je pense qu'il est particulier, mais j'adore ça aussi. Et c'est une de mes conclusions en fait, à la suite de mon dernier poste à l'armée, donc dans les relations extérieures entre l'armée et la bande de Gaza. Ma base en fait, ma vision est de dire qu'il y a des gens qui vont sauter de leur chaise en entendant ça, mais il faut voir un peu derrière les médias et les grands titres. C'est que la communauté internationale, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'ONU, les ONG, la Croix-Rouge, peu importe, a un rôle déterminant dans la région dont Israël a besoin. Clairement, parce que c'est un élément de stabilité. Et pourtant, il y a eu beaucoup de sous-couvert des organisations internationales, il y a eu Bien des sûr, abus. bien sûr. Mais encore une fois qu'on est dans un certain monde et qu'on comprend un peu plus comment ça marche, en fait, on se rend compte qu'il y a des choses dont on est bien content qu'elles arrivent aussi. Mais c'est un peu caractéristique de notre monde d'aujourd'hui, où tu as des experts qui interviennent pour absolument tout, mais tu dis quel genre d'expert tu es. Et je pense qu'en fait, il y a un manque de compréhension dans ce domaine-là. C'est pour ça que tu as voulu travailler dans le domaine, rester dans ce domaine-là, Ouais, pour apporter un peu de clarté? Complètement, de la clarté, et surtout, je ne suis pas le ministère des Affaires étrangères, moi. Mais pourtant, je suis persuadé que j'ai un rôle diplomatique. Parce que je suis certain qu'on peut, par des relations humaines, par des coopérations, par des projets communs, des projets économiques, surtout quand on voit les défis du monde d'aujourd'hui, qui sont pour leur grande majorité des défis globaux. Le Covid, il n'a pas de frontières, la pollution maritime, ça n'a pas de frontières, le réchauffement climatique, ça ne s'arrête pas à la frontière d'Israël. Donc la réponse ne peut être que globale, face à un défi global. Et donc, quand je dis diplomatique, c'est que je suis persuadé qu'on ne fait pas assez, au niveau de l'État même, hein, et peut-être chacun au niveau de notre quotidien, pour améliorer un peu l'image d'Israël dans le monde. Pas pour avoir une meilleure image parce qu'on veut une meilleure, pour ce qu'on est vraiment. Et on n'est pas bon là-dedans, parce qu'on ne sait pas communiquer. Mais ton travail n'est pas de communiquer, tu fais plus. Non, Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Bien sûr, pourquoi tu t'es dirigé dans cette voie? Bien sûr. C'est que quand aujourd'hui une organisation internationale cherche à implémenter, c'est un anglicisme, un projet dans la bande de Gaza, en Israël, en Cisjordanie, peu importe où, elle a besoin d'une série immense d'autorisations bureaucratiques, de régulations, d'importer des biens pour mener à bien ces projets. Or, ceux qui connaissent un peu le domaine, importer des biens en Israël, c'est très très compliqué. Donc en plus, quand tu t'imagines que la personne ne parle pas l'hébreu, qu'elle est là pour 1 an et demi, 2 ans maximum, parce qu'en fait c'est l'officier logistique d'une organisation internationale, et qu'elle n'a pas reçu de briefing, de handover, tu comprends que c'est très complexe. Donc je me suis dit, nous on va faciliter tout ça. On va faciliter tout ça et on va prendre le service en main de A à Z, depuis l'importation avec les fournisseurs de l'étranger jusqu'à la mise en place du projet, où qu'il soit. Et là où ça devient, selon moi, passionnant, c'est que l'organisation X qui met en place ce projet devient en fait un outil, un élément pour avoir accès aux Palestiniens de l'autre côté. Parce que sans eux, on ne se parlerait pas. Je me suis rendu compte dans les 2 dernières années, dans le dernier poste que j'ai occupé, que je pense qu'on a à 90% les mêmes défis dans la vie, les mêmes problèmes. Je me rappellerai toujours, je vais raconter une petite anecdote. Arrive dans mon bureau à l'armée, en relation extérieure, une Palestinienne de Gaza qui avait à peu près mon âge, la trentaine je dirais, qui travaillait pour une grosse agence de l'ONU. Maintenant c'est des rencontres qu'on fait très souvent à l'armée pour un peu avoir la situation. Vu qu'on n'est pas dans Gaza, qu'on essaie de comprendre s'il y a des problèmes économiques, qu'elle vient dans mon bureau et on avait à peu près le même âge. Et je me dis vraiment, je la connaissais quand même pas mal parce que de mon poste.
Et elle me dit, mais elle a l'air épuisée. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, mon enfant n'arrête pas de se réveiller la nuit. Elle venait d'avoir un fils qui avait, je sais pas, 3-4 mois, j'en sais rien. Et moi, c'était ce que je vivais, la même chose à l'époque. Je me dis, mais en fait, nos problèmes ne sont pas si différents que ça. On ne dort pas la nuit à cause des enfants. On veut les envoyer à l'école, qu'ils aient à manger, qu'ils vivent normalement. Il ne faut pas être naïf. Je suis bien conscient que les gens qui dirigent Gaza aujourd'hui sont des gens qui ne nous aiment pas. Et il faut faire tout ce qu'il faut pour se défendre. On a appris du passé, je veux dire. Il n'y a pas de sentiment à avoir de ce point de vue-là. Mais sur 2,3 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza, je ne pense pas que la majorité se lève tous les matins avec pour priorité, je dis bien pour priorité, de nous envoyer à la mer. Donc, je pense qu'on en a ici la preuve tous les jours. Je veux dire, ils viennent jusqu'ici dans mon bureau à Ramat Gan, pour ceux qui ont leur permis de travail. Je vais à Jérusalem, je vais où il faut aller pour les rencontrer. Et j'ai jamais senti d'hostilité, mais plutôt senti une envie folle de développer du business parce que c'est la vie, en fait, c'est le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu es attaché à ce pays aujourd'hui? Je vais citer Jean-Jacques Goldman et la chanson « Puisque tu parles ». Et si je ne me trompe pas, la citation, mais cette force de penser que le plus beau reste à venir. Ouais, c'est ça que j'adore ici. C'est qu'il n'y a pas de place pour le pessimisme ou pour les ondes négatives, quoi. Les gens sont fous, ils ont une folie en eux qui est extraordinaire, qui est parfois dure à canaliser, qui peut être borderline dans plein de domaines, mais comme j'ai dit, rien n'est impossible. L'obstacle n'est pas pris en compte. Et ça, c'est une qualité, enfin c'est un atout pour un pays et sa jeunesse, parce que c'est un pays jeune, qui est sans égal. Ça veut dire quoi, les gens sont fous? Très simplement, tu prends des gens qui sont soit survivants, soit enfants, soit petits-enfants de survivants de la Shoah. Donc déjà, tu commences ta vie avec un bagage... pas simple. Le reste sont venus d'Irak, du Maroc, de je sais pas d'où, les pieds nus, avec rien. Et depuis tout ça, c'est guerre sur guerre, c'est pas moi, guerre des 6 jours, guerre d'indépendance, guerre de Kippour, Kippa de Barzel. Enfin, tu vis dans un environnement de fou, puisque quand même autour de toi, t'es pas le bienvenu concrètement. Enfin, ça dépend où d'ailleurs, ça commence à changer un petit peu. Mais en gros, tu n'es pas le bienvenu. Donc déjà, tu vis dans une situation assez stressante, avec une culture arabe, pas une culture musulmane, mais une culture arabe qui, je pense, est prédominante aujourd'hui, et donc qui vient avec plein de choses derrière, sur la façon de parler, sur la façon de se comporter, donc ce qui rajoute un peu à la folie quotidienne. Le climat, il fait extrêmement chaud, donc ça tend les gens. Mais vraiment, les gens sont tendus à cause du climat en permanence. On est saturé, c'est-à-dire qu'il y a une démographie, tu vois bien, enfin, je sais pas combien de temps t'as pris pour venir, te garer, enfin je veux dire, c'est voilà. Donc ça crée des gens un peu hors normes, mais j'ai envie de dire retourne-toi. Parce que ça fait 75 ans, direct après la Shoah, je sais pas combien de guerres, je sais pas combien de mifta, d'opérations, de ceci, et puissance économique mondiale, leader mondial dans je ne sais pas quel domaine scientifique, agriculture. C'est des prix Nobel presque chaque année. C'est complètement fou en fait. C'est quelque chose qui est complètement fou. Dans le monde, je dis bien ça pas par prétention ou par... pas du tout. Hein. Je veux dire, factuellement, dans le monde, ça n'existe pas de faire ce qu'on fait ici. C'est unique. On est quand même 80% du pays qui est le désert physique. Le Negev, c'est 80% d'Israël en termes de territoire. Et pourtant, on livre des tulipes en Hollande tous les jours parce qu'on est les seuls à pouvoir les faire pousser toute l'année. C'est fou. Ou comme les kibbutz du Negev, il y a des kibbutzim dans le Negev qui élèvent des poissons exotiques d'aquarium qui sont exportés au Japon. Donc il faut venir jusqu'en Israël, dans le désert du Negev, pour trouver des poissons exotiques que les Japonais vont mettre dans leur aquarium. Il n'y a pas d'égal dans le monde, je te le dis. C'est phénoménal. C'est tout. Tu as pu réfléchir, vu ton parcours, à ce qui est compliqué pour des nouveaux immigrants. Déjà, celui qui peut doit faire l'armée, à tout prix. C'est ma première conclusion. Ça remplace tout Tulpan, ça remplace tout programme. Ça n'a pas d'équivalent, parce que tu es forcé de parler, tu es forcé d'écrire, tu es forcé de t'exprimer dans une langue que tu ne maîtrises pas, et donc tu apprends par la force des choses. Et à l'armée, celui qui s'y retrouve un peu et qui est bien
qui fasse des cours de commandement ou d'officier parce que ça change tout. Tu apprends à diriger. Tu apprends à diriger, à gérer des gens. Arrêtez à tout prix de faire des comparaisons avec la vie en France ou du pays duquel on vient. Ce n'est pas comparable. Voilà, c'est tout. Les priorités des gouvernements sont différentes, l'éducation n'est pas la même. En fait, il faut comprendre que c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. Et comprendre surtout qu'on n'est pas attendu ici. Voilà. On n'est pas attendu, on n'est plus en 1947 où il y avait besoin de maximum de personnes pour rentrer dans l'armée, faire la guerre d'indépendance. Il n'y a pas besoin. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas besoin, il faut se battre 10 fois plus. Mais comme dans n'importe quel pays en fait. Je veux dire, pour n'importe quel immigré en France qui ira en France par idéal, personne ne l'attend là-bas. La langue, c'est combien de gens, 10 ans, 15 ans, 20 ans en Israël, ne parlent pas l'hébreu. Il y a un moment où c'est pas possible, quoi. Je veux bien que ce soit difficile et je ne juge pas. Il y a des gens qui sont montés à un certain âge, mais tu veux ou tu veux pas. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour? Voilà. Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire pour? Mais personne ne fera pour toi. Et au niveau de ton travail aujourd'hui, est-ce que vous êtes nombreux dans ce domaine-là ou est-ce que... Je crois que je suis seul pour le moment. C'est original avec le parcours qui est original. Oui, Saint-Germain-des-Prés, Mempé Lochamim dans Tsahal, relations extérieures Gaza, donc tout ça pendant 7 ans, business Palestine oriented, comme j'aime dire. J'étais persuadé de vouloir faire quelque chose où la relation humaine est au centre. Et en fait, c'est le point commun entre tout ça. C'est-à-dire que l'armée, la relation humaine, le rapport humain est au centre. Et ce que je fais aujourd'hui, le rapport humain est au centre. Vraiment, ça me passionne. Parce qu'on n'a pas le choix en fait. Parce que soit ça, soit il n'y a pas de contact. Pas de contact veut dire guerre quoi en gros. Faire de la diplomatie avec tes copains, ça ne sert à rien. Je veux dire, nous on va prendre un café après, oui très bien, c'est simple. Mais c'est pas ça le défi. Le défi c'est d'aller parler au dur de dur. Je pense que c'est aussi une fierté d'ailleurs. Je pense que l'État d'Israël, et depuis sa création, fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, évidemment, il y a la politique, il y a les médias, mais je trouve que là-dessus, on est audacieux en Israël. C'est une audace qui est aussi particulière et qui mène loin, qui mène très loin. Et je pense que, j'allais dire nos ennemis, je n'ai pas vraiment d'ennemis, en tout cas les gens qui ne nous aiment pas ou ne veulent pas de nous ici, seront et sont encore toujours surpris au quotidien à quel point on n'a pas de limite et que si demain, je ne serais pas étonné de voir, je ne sais pas moi, un magasin, Naot ou je ne sais pas quoi, si on leur dit demain, on normalise nos relations avec la Syrie ou avec Damas ou avec Gaza, qu'ils ouvrent une ligne de magasins Naot là-bas, parce qu'on n'a pas de limite en fait. Et ça, c'est unique. Travailler avec les Palestiniens et les organisations internationales, c'est une grosse partie de ton travail, mais ça t'a amené à te rendre compte que tu pouvais aider les nouveaux immigrants. Oui, et de manière assez surprenante, c'est-à-dire que quand je travaille avec des organisations internationales ou des Palestiniens, c'est en très grande majorité dans le domaine de l'import de biens et de marchandises. Comme je l'ai dit, les régulations, les autorisations qu'il y a à avoir, la bureaucratie sont vraiment complexes et donc il y avait besoin d'aide là-dedans. Pourquoi il y a beaucoup de demandes, il y a des entrepreneurs qui arrivent, qui veulent importer, exporter. Mais il y a des demandes d'entrepreneurs, de particuliers. Comme on est un tout petit pays et que presque rien n'est produit ici, tout est importé en Israël. Enfin tout, quand je dis tout, c'est une expression bien sûr. Et la procédure et les processus d'importation sont très complexes. Donc il fallait, je pense, quelqu'un pour pouvoir faciliter tout ça, ou du moins s'en occuper. Donc par exemple pour les Olim qui, par définition, nouveaux immigrants, ne parlent pas la langue, ou pas encore bien la langue, et qui font venir toute leur maison dans des containers, ou qui ont besoin de faire venir peu importe quoi pour leur maison. Il y a parfois des nouveaux immigrants ou nouveaux entrepreneurs, des nouveaux immigrants qui sont entrepreneurs, qui veulent importer de la nouvelle marchandise qui n'existerait pas ici, certains appareils par exemple, de la nourriture. Ça peut être vraiment autant orienté affaires, c'est-à-dire que des gens qui importent pour revendre ou pour en faire un business, soit personnel, c'est-à-dire que quelqu'un veut, pour peu importe la raison, importer une voiture, un canapé ou je ne sais pas quoi d'Europe, et qui là fait face à une montagne bureaucratique qui est chronophage, parce que ça prend un temps phénoménal de gérer tout ça. C'est-à-dire que pour faire tout ça, il faut vraiment y passer toute la journée, qui parfois peut être frustrant parce que tu ne comprends pas, parce que oui, non, j'ai besoin de ça, et en fait on te dit non, j'ai besoin... Moi, c'est ce que j'ai dit, pourquoi il faut que les nouveaux immigrants, en tout cas,
se prennent la tête, si je puis dire, et mettent leurs énergies à des choses qui en vaillent la peine. Je préfère qu'ils passent 6 heures ou 6 jours de plus à apprendre l'hébreu, qu'ils passent 6 jours de plus à gérer leur conteneur et à le débloquer de la douane et à le dédouaner au port d'Ashdod. Donc c'est aussi un service qu'on propose parce que, comme j'avais dit, il y a les défis globaux mondiaux. Ben là, c'est un défi global israélien qui n'est pas que pour une seule partie de la population, mais pour tout le monde. Que tu sois une entreprise en particulier, une organisation, l'import, c'est très complexe. Et donc, il faut des spécialistes pour gérer ça. C'est un pays fait pour toi, en fait. Ouais, c'est un pays fait pour moi. Ça paraît fou, hein, ce que je vais dire, mais je n'ai pas connu l'échec en Israël. Je ne connais pas l'échec ici. Je parle pas, il y a des choses qui ne marchent pas. Je parle d'échecs. D'échecs personnels qui entament, qui... Je ne connais pas. Alors qu'en France, j'ai eu beaucoup d'échecs, je trouve. C'est comme ça. Ici, je ne peux pas en fait échouer. C'est pas, dans ma tête, l'échec n'est pas envisageable ici. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des... C'est comme ça, c'est la vie. Mais le fond ici, au fond du fond, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il faut toujours se relever et tout est possible. Tout est possible. Voilà, il n'y a pas de... Parce que tu trouveras encore un fou qui va te relever, venir avec toi et te dire « Yalla, bonne kadem ».